to the next level? Mamba Out. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du tableau noir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une tendance générale dans la ligue, de quelque chose qu'on entend énormément et encore plus depuis qu'on a des matchs à 120, 130, 140 points. C'est cette fameuse question que anciens joueurs, analysent, fans posent souvent, ou affirmation qu'ils disent. La défense était meilleure avant. En effet, les fans, les analystes, les spécialistes, les joueurs, même certains coachs, disent que la NBA favorise le plus de paniers possible, l'attaque à outrance, elle pénalise les défenses physiques, et que bien sûr on ne défend plus du tout en saison régulière. Donc dans ces différentes affirmations, il y a du vrai et du faux. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Bien sûr, on voit qu'il y a une très grosse variation du nombre de points marqués sur les 20 dernières années. On est passé de 91,6 points marqués en 1999 à 111,6 l'année passée. Donc une augmentation de quand même 20 points par match par équipe. Donc cette question, la défense était-elle meilleure avant, est en fait un peu plus compliquée qu'elle ne le paraît en premier abord. D'abord, il faut bien définir ce que c'est que avant. En fait, généralement, on associe grosse défense aux Bad Boys des Detroit Pistons de Chuck Daly et à la période de Michael Jordan et Scottie Pippen, voire au second repeat avec Dennis Rodman. Donc, quand on parle vraiment de période dorée des défenses, de dire que ça défendait mieux avant, généralement, dans l'esprit des gens, c'est plutôt de 87-88 à peu près, jusqu'en 98 en quelque sorte. Mais quand on regarde avec attention l'évolution du nombre de points par match, par équipe chaque saison de la NBA depuis la création des box scores en 73, on voit que la période où on marque le moins est finalement pas la même, pas celle qu'on imagine comme un âge d'or. En effet, depuis l'arrivée du tir à 3 points qui a donc augmenté quand même un peu le total de nombre de points par match, les équipes marquent environ 110 points par match jusqu'en 1989 et plus de 105 jusqu'en 1993. Donc ensuite, à partir de ce moment, on va continuer de descendre progressivement jusqu'à un point final en 99 où on va arriver à 91 points par match en saison régulière. Et donc on va avoir une stabilisation sous les 97 points par match jusqu'en 2005, avant une réaugmentation progressive, au début très légère, de 2005 à 2011, puis à partir de 2011, elle va vraiment progresser beaucoup plus fort, et pour enfin de nouveau atteindre et dépasser ces 110 points par match, sur les 3 dernières saisons, depuis 2018-2019. Donc alors, le fait de définir un âge d'or défensif, si on doit en donner un par rapport au nombre de points encaissés par match et nombre de points marqués, ça serait plutôt entre 1997 et 2005. Mais la question c'est de se poser, est-ce que les défenses étaient donc vraiment meilleures au moment de cet âge d'or de 97 à 2005 ? Eh bien, pas vraiment. En fait, pour le comprendre, il faut regarder deux choses. L'évolution du pace, c'est-à-dire du nombre de possessions moyennes qu'a une équipe par match, donc du rythme du match, et des gros changements qui sont intervenus à peu près à cette période sur les règles défensives. Donc d'abord, intéressons-nous au rythme, au pace. Donc il a commencé à être mesuré en 73 avec l'arrivée des box scores, donc je vous invite à regarder la vidéo C'est quoi qui en parle pas mal, numéro 4, sur les stats avancées. Donc on voit qu'en fait, dans les années 70, il était beaucoup plus élevé qu'il ne peut l'être maintenant ou qu'il a pu l'être au moment de cette baisse vraiment importante fin des années 90, début des années 2000. Il a été beaucoup plus élevé et petit à petit on peut voir qu'il va décroître progressivement, donc de 107 en 73 possessions par match à sous les 100 en 89, puis à seulement 88,9 en 98. Et la question c'est pourquoi ? En fait, la raison est très simple, ce sont les règles défensives particulières de la NBA qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou celles rédigées par la FIBA. Donc en effet, la NBA est avant tout une ligue de spectacle. Et pour favoriser les duels entre stars, l'espace pour pouvoir attaquer le cercle, la NBA va imposer aux équipes des défenses très strictes sur l'homme. Elle va se faire ce qu'on appelle mettre en place des défenses illégales. C'est-à-dire que si vous restez flotté, si vous défendez en zone, vous serez systématiquement sanctionné. Et ceci, c'est pour favoriser les 1 contre 1, les oppositions entre stars, entre gros joueurs défensifs et offensifs. Et l'unique cas où il est autorisé de ne pas totalement flotter, c'est dans des cas très précis de prise à 2. Donc pour compenser cette règle très stricte sur les défenses et pour quand même permettre aux défenses de pouvoir défendre et mettre de l'intensité, à l'opposé, elle va autoriser ce qu'on appelle le handshaking, c'est-à-dire qu'il a le droit de poser la main sur son adversaire quand il dribble pour orienter son dribble et pour l'empêcher de s'approcher du cercle. Donc en faisant ceci, avec ces deux règles assez particulières, la NBA va donc imposer aux équipes d'attaquer plutôt des 1 contre 1 ou de favoriser les duels entre stars
tout en augmentant au maximum l'intensité, en les rendant vraiment physiques, rugueux en quelque sorte. Donc pour attaquer ça, les équipes vont aller dans cette logique et vont mettre la balle dans les mains de leurs meilleurs joueurs. Donc dans les années 80 et début des années 90, ça va surtout être dans les mains de pivots qui vont se battre pour jouer au poste, avec des Robinson, avec des Olajuwon, des Patrick Ewing. Et puis petit à petit, on va avoir l'émergence d'un paquet de joueurs stars qui sont des arrières, et donc on va avoir de plus en plus d'isolation extérieure. Avec l'arrivée des Stackhouse, Iverson, Carter, un peu Kobe Bryant au début, Tracy McGrady, etc. à la fin des années 90 et début des années 2000. Le gros problème, c'est que les équipes vont de plus en plus jouer les 24 secondes, ou pendant 24 secondes, tous les joueurs s'écartent, et on a un contre un de la star sur un défenseur adverse, qui va utiliser ces 24 secondes et au maximum de temps pour pouvoir attaquer son adversaire. Avec la retraite de Michael Jordan, la ligue a une grosse baisse de popularité à la télévision par exemple, et donc une baisse de revenus, et le fait d'avoir en plus un jeu qui commence à être de plus en plus stéréotypé comme ça, très lent avec un seul joueur qui attaque, et très répétitif, va pas du tout lui plaire, va encore plus faire plonger le spectacle de la NBA. Alors, la NBA va essayer de rendre le jeu plus collectif et d'accélérer le tempo qui ralentit à cause de cette isolation. Pour ceci, elle souhaite mettre fin au règne de l'iso caricatural, et pour ceci, elle va appliquer plusieurs règles à la fin des années 90, début des années 2000. La première, dont on parle très souvent, c'est la fin du hand-checking, en 99. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les joueurs n'ont plus le droit de poser la main sur leur adversaire pour contrôler le dribble, pour l'empêcher d'attaquer le cercle. Ils doivent défendre, comme on peut le voir maintenant, avec le buste et avec les jambes. Le résultat, ça va être qu'on a un effet immédiat, les joueurs ne guident plus l'attaquant qui se retrouve à pouvoir aller vraiment là où il veut, et le rythme va énormément augmenter. En un an, entre 99 et 2000, il va passer de 88,9 possessions par match à 93,1. Mais le problème, c'est qu'on a toujours autant d'ISO, c'est juste que les ISO sont beaucoup plus rapides. Puis en plus, les défenses vont très rapidement s'adapter. En un an, ils vont de nouveau défendre comme ils pouvaient le faire à la fac ou en universitaire, avec le buste, les jambes, et sera adapté à ceci. Donc l'année directe après, en 2001, le rythme va rebaisser à 91,3 possessions. Donc finalement, sur le coup, la règle aura permis d'un peu accélérer le jeu, mais pas tant que ça. C'est plus de stopper le fait que le rythme va diminuer. Et en 2001, pour stopper l'isolation qui reste le principal problème aux yeux de la Ligue, on va avoir la fin des défenses illégales, qui va être remplacée par les 3 secondes défensives. C'est-à-dire que toute une équipe de joueurs, de coachs, d'analystes, etc., autour de Jerry Colangelo, vont réfléchir à quel est le problème qui fait qu'on a de l'isolation. Donc pour ceci, ils décident de supprimer l'isolation et d'autoriser les défenses à venir aider ou à jouer en zone. L'unique truc, c'est d'empêcher d'avoir des joueurs comme Shaquille O'Neal qui restent au milieu de la raquette à camper, un peu comme on peut le voir en Europe. Et pour ceci, on va mettre en place les 3 secondes défensives pour quand même créer de l'espace et pouvoir avoir nos superstars qui peuvent attaquer le cercle. Mais dans le même temps, elles seront obligées de faire des passes et de mettre du mouvement pour pouvoir attaquer, sinon ils se retrouveront tout de suite pris à 2 à 3, ou s'ils dépassent leur adversaire, se retrouvent avec une aide et donc beaucoup plus de mal à les marquer facilement. Donc si la zone, elle mettra du temps avant d'arriver, pas loin de 10 ans avant que les équipes acceptent de l'utiliser et l'utilisent à bon escient, les aides, elles arrivent très très vite. Tout de suite dès la saison suivante, on a des aides, des prises à 2 à chaque isolation, et donc on a une défense qui est plus collective, qui va beaucoup plus bloquer l'isolation, qui devient un système qui est de moins en moins efficace et de moins en moins intéressant. Les équipes offensivement vont vraiment mettre 4 ans à s'adapter à cette nouvelle défense qui est beaucoup plus agressive sur les stars, et où on peut envoyer 2-3 joueurs les gêner beaucoup plus facilement. Le rythme reste donc à peu près stable, on reste à 91 possessions par match à peu près, et il va commencer à réaccélérer à partir de 2004-2005. En 2004-2005, on a quelques équipes comme les Suns ou les Warriors qui vont se mettre à jouer un jeu beaucoup plus rapide, à jouer au maximum la transition, et donc vraiment à mettre fin à cette période de jeu placé. De plus, ils se mettent à jouer plus collectivement, on a beaucoup plus de passes, et donc on a une petite révolution offensive qui va commencer. Dans le même temps, on a le pick and roll qui commence vraiment à devenir une vraie arme utilisée un peu dans toutes les équipes de la ligue, et non plus que dans quelques cas particuliers. Donc le jeu devient plus collectif et plus rapide. Même si ça reste assez léger, on remonte quand même à 92, 93, 94 possessions par match. Dans le même temps, on a donc l'adaptation des défenses,
qui va arriver. Donc les équipes jouent plus vite, les défenses sont habituées à faire des systèmes d'aide et tout ça pour l'isolation. Elles vont mettre un peu plus de temps à apprendre et à vraiment pouvoir utiliser toutes les possibilités qu'on lui donne avec la fin des défenses illégales. Ça va vraiment arriver avec les Mavs en 2011 qui vont démontrer deux choses pendant les finales NBA. Que premièrement, on peut être champion grâce aux 3 points, on verra, ça sera assez important après, et surtout, ils vont se mettre à défendre en zone pour totalement faire déjouer LeBron James. Le fait d'utiliser la zone va se voir dans la ligue, évidemment, pour gagner un titre, et va totalement exploser dès 2011-2012. Tout le monde se met à le faire, tout le monde copie. On se retrouve avec énormément d'équipes qui jouent la zone et des attaques qui ne savent pas attaquer une zone car ils n'en ont jamais attaqué. Donc le rythme va automatiquement diminuer. On a beaucoup plus de mal à attaquer ce système, on met plus de temps à arriver jusqu'au cercle. Un an après, Daryl Morey, qui est le general manager des Houston Rockets, va commencer ce qu'on va appeler le Morey Ball, donc c'est-à-dire le fait de construire une équipe autour de stats analytiques. Et donc dès 2012, ça va vraiment être une année charnière où il va aller récupérer James Harden et essayer de construire autour de lui en se basant principalement sur les stats. C'est quelque chose qui maintenant nous paraît totalement normal de regarder les statistiques avancées, de faire son recrutement et tout ça autour, mais à l'époque c'est de nouveau une révolution. Donc on voit vraiment que 2012 ça va vraiment être une année charnière. On comprend que la zone marche et qu'on peut l'utiliser à grand escient et que ça fait gagner. On va énormément ralentir les équipes l'année suivante. Donc on a un retour à 91 possessions par match. Mais dans le même temps, le nombre de 3 points explose grâce aux stats avancées. Ça va commencer à créer ce qu'on va appeler comme concept le spacing qui va vraiment apparaître à ce moment-là. Et le fait de shooter beaucoup de loin, d'avoir plus de shooters, d'apporter du spacing, la zone va devenir petit à petit en difficulté, donc c'est vraiment quelque chose qui aura duré peu de temps, et va plus être utilisée autant. Elle va un peu disparaître, elle va continuer à être utilisée par petites séquences pour faire déjouer une équipe quand on est un peu dans le dur, mais on va plus l'utiliser sur des matchs entiers. Comme le 3 points dans le même temps ne nécessite très peu de travail en attaque pour arriver jusqu'au cercle, en une ou deux passes on peut avoir un shoot à 3 points, les équipes vont pousser à fond la transition et shooter de plus en plus vite. On va avoir un rythme qui va exploser et augmenter chaque année jusqu'à atteindre 97 en 2018. Enfin, en 2019, la Ligue continue de vouloir aller sur cette idée d'accélérer le jeu, d'avoir plus de shoot, etc. Elle va mettre en place une nouvelle règle, le fait que après un rebond offensif ou une situation offensive où vous avez une faute, vous n'avez non plus 24 secondes à nouveau pour attaquer, mais 14 secondes. Donc là, avec cette nouvelle règle, on va encore augmenter le nombre de possessions, les équipes sont obligées de shooter plus vite, et on réatteint les totaux des années 1980 en dépassant depuis 3 saisons de nouveau les 100 possessions par match. Donc en voyant ça, on voit bien que la Ligue a décidé de jouer sur la défense pour pouvoir avoir plus d'action, un jeu plus collectif, et finalement un jeu plus agréable offensivement à regarder. Mais en fait, ce n'est pas pour donner plus de pouvoir à la défense. Souvent, on a cette image de la NBA qui fait tout pour l'attaque. En réalité, ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt pour avoir une attaque agréable à regarder, mais pas forcément une meilleure attaque qu'une défense. Donc oui, on va retirer du pouvoir à la défense, en effet en retirant le hand-checking, mais de l'autre côté, on va lui en donner d'autres en l'autorisant à défendre collectivement. Donc finalement ça va assez équilibré, on va juste demander aux défenses de changer leur façon de voir les choses, et en changeant totalement les défenses, en leur imposant de défendre différemment, on va de la même façon imposer à l'attaque de jouer de façon plus collective, de nouveau jouer à 5, et d'accélérer le jeu, de ne plus rester sur l'isolation pure et dure. On a donc une transition qui est réussie par la NBA, d'avoir finalement une défense qui va être beaucoup moins physique, moins rugueuse, moins violente, mais beaucoup plus intelligente entre guillemets, ou en tout cas beaucoup plus tactique. En effet, le fait d'avoir de l'intensité défensive, le fait d'avoir de la défense, ça reste important pour la NBA. Quand vous regardez un match, ce qui donne du spectacle, c'est d'avoir de l'intensité, des stops défensifs et des runs des équipes qui remontent dans le match, notamment grâce à la défense. Ça reste très important pour la Ligue, qui ne veut pas non plus des matchs qui soient des matchs portes ouvertes à chaque fois. C'est d'ailleurs les questions que souligne très régulièrement Adam Silver actuellement. C'est comment essayer de garder de l'intensité tout au long de la saison régulière. Donc les questions que se pose la NBA sont pas comment encore augmenter encore plus le nombre de points qui sont marqués pour avoir plus de spectacles offensifs, mais vraiment comment avoir de l'intensité qui peut durer toute la saison avant les playoffs. Donc ainsi, pour observer la défense, pour comparer les défenses à travers le temps, on voit bien que regarder juste le total de points par match n'est pas bon car il est faussé à cause du rythme. Donc pour ceci, il faut regarder quoi ? Il y a deux choses qui vont être très intéressantes à regarder, ça va être le offensive rating et les pourcentages de tir. Donc d'abord, on va calculer le offensive rating de chaque saison en moyenne, donc c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le rythme dans le nombre de points marqués. C'est en quelque sorte le nombre de points marqués par 100 possessions.
Ainsi, on va mieux voir à quelle époque les attaques étaient les plus efficaces offensivement. Et donc où on peut penser que ça défendait moins. En effet, c'est pas aussi simple de dire que ça scorait beaucoup à une époque, donc les attaques étaient bonnes et les défenses mauvaises. Il y a un peu des deux. C'est plutôt réfléchir à quel moment les attaques ont pris le pas sur les défenses ou inversement. Et donc, quand on regarde l'offensive rating, le nombre de points par 100 possessions, on voit que notre courbe à travers le temps est beaucoup plus lisse, qu'il y a beaucoup moins d'écart entre les différentes périodes. On voit qu'on a un niveau moyen qui va durer un peu tout le temps, aux alentours de 108 ou 107 points par 100 possessions, qui reste à peu près stable, et on est systématiquement au-dessus des 105 points par match, toutes les saisons NBA où il a été possible de le compter depuis 73, sauf dans cet âge d'or, finalement non pas de la défense, mais plutôt de l'isolation extérieure, donc de 98 à 2005. Et ça peut se comprendre parce qu'en effet, à ce moment-là, l'isolation, surtout extérieure, ça amène des shoots à très faible valeur ajoutée, des shoots à très faible pourcentage. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les superstars du début des années 2000 tournaient à 42-43% au tir, alors que maintenant on est plutôt vers du 47-48. Et l'autre année où on a donc moins de 105 points par 100 possessions, c'est en 2012 avec le bouleversement de la zone pendant une année qui va vraiment mettre à mal les attaques. Donc on voit que un peu dans toute l'histoire de la NBA, on est resté à peu près dans les mêmes gammes entre 105 et 110 points par 100 possessions, et que finalement, un peu dans toutes les périodes de la NBA, en saison régulière, l'attaque prenait quand même pas mal le pas sur les défenses. On peut même voir que l'offensive rating était en moyenne plus élevé à l'époque des Bad Boys et du premier three-peat de Michael Jordan que sur la moyenne de la décennie passée. On était plutôt à 108 au moment des Bad Boys, et sur la décennie passée, en moyenne, on est aux alentours de 107. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, au niveau efficacité offensive et donc défensive, on est sur les mêmes ordres de grandeur qu'une période qui était vue comme étant bien meilleure défensivement. Sauf qu'on remarque que il y a une augmentation assez nette depuis 2012, et les chiffres sont depuis 3 ans très très hauts. En effet, on est passé de 104 points par 100 possessions en 2012 à un record à plus de 111,3 l'année dernière, et on a les 3 dernières saisons qui sont les 3 meilleures années offensivement de toute l'histoire de l'NBA, les 3 seules à plus de 110. Donc on est vraiment tout juste au-dessus des 110, mais on y est. Et là, il ne faut pas voir finalement que du côté de la défense. Comme je disais avant, le fait de regarder le nombre de points par 100 possessions, c'est intéressant pour voir si les défenses ou les attaques prennent le pas, mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Et là, il faut aller plutôt regarder au niveau de l'utilisation des stats avancées. En effet, depuis 2012, comme je disais, on a Daryl Morey qui a imposé à peu près à toute la ligue le fait d'utiliser les stats avancées pour rendre l'attaque plus efficace. Et donc les équipes regardent ces stats et veulent optimiser quelque chose en particulier. L'offensive rating dont je vous parlais là. Ils vont donc essayer d'augmenter au maximum leur nombre de points marqués par 100 possessions et plus le nombre de points marqués tout court. Donc pour ça, il y a une arme qui va être apportée tout au long de cette période, ça va être le shoot à 3 points. Donc en effet, quand on regarde l'évolution du shoot à 3 points, on voit une augmentation qui est très régulière du nombre de 3 points qui est pris depuis l'arrivée dans la ligue. Donc chaque année on a augmenté à peu près au même rythme, sauf les quelques années où la ligne à 3 points avait été rapprochée mais finalement elle a été remise à bonne distance. Donc on voit qu'on est passé de 2,8 3 points en 79 à son arrivée à 18 en 2011. On augmentait à peu près toujours de la même façon pendant toute cette période. Mais de partir de 2012, on a vraiment une explosion de la croissance du nombre de 3 points qui est pris. Donc justement avec cette idée de stats avancées, on va passer donc de 18,8 en 2012 à plus de 35 cette saison. Et chaque année, le record est de nouveau battu. On a donc vraiment cette explosion, et quand on regarde sur quelle période elle a eu lieu, elle colle parfaitement et exactement à l'augmentation de l'offensive rating, le nombre de points par 100 possessions. Donc pourquoi ? C'est une question tout à fait légitime. En effet, c'est parce que c'est des tirs qui valent plus, qui sont plus rentables. Vous shootez à moins bon pourcentage, mais l'écart de pourcentage entre un tir à 2 points et à 3 points n'est pas assez grand pour compenser ce fameux point bonus, ce 3 points. Donc le 3 points est beaucoup plus rentable, on va l'utiliser beaucoup plus. Ça apporte du spacing, donc ça va apporter énormément de choses tout autour. Donc les équipes décident d'en prendre de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'on remarque quand on regarde le pourcentage de tir. Quand on regarde le pourcentage de tir, on voit qu'il est toujours plutôt stable dans l'histoire de la NBA depuis 73. On voit une tendance à la diminution même. On était à 48% par exemple en 82, là où il était au plus haut, et 46% maintenant. Donc on prend plus de 3 points, mais on prend aussi plus de tirs dans la raquette et avec le spacing qui écarte tout. Finalement, on devrait avoir à peu près le même pourcentage à 3 points, et
on est même dans un cas où il baisse un peu, donc on peut se poser la question de est-ce que les défenses, ça peut permettre en tout cas de se poser la question de si la défense était meilleure ou moins bonne avant. On voit qu'on a à peu près quelque chose de stable là-dedans, on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Mais dans le même temps, le pourcentage effectif, c'est-à-dire le pourcentage de votre tir à 3 points dans lequel vous prenez en compte le fait que le 3 points valent plus, lui il va exploser en même temps que l'utilisation du 3 points. En effet, on va beaucoup plus tirer à 3 points, donc même si c'est un tir à un peu plus petit pourcentage, il va donner beaucoup plus de points, et donc ce pourcentage effectif va passer donc de 48 en 82 à plus de 53 cette saison, qui est le record all-time et qui est battu chaque saison à nouveau à cause de l'augmentation du 3 points. Donc ainsi, face à une même défense qui va être aussi bonne en shootant au même pourcentage actuellement, on marque désormais beaucoup plus qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est tout simplement factuel, c'est comme ça, le fait de plus shooter à 3 points et de shooter comme ça avec des joueurs qui sont des meilleurs shooters, on a de plus en plus de bons shooters de loin, on se retrouve dans un cas où, face à la même défense, on marquera plus en ayant exactement le même nombre de tirs et le même pourcentage. Donc cette tendance, elle va traduire vraiment cette progression de l'efficacité offensive. J'ai pas envie de dire une progression de l'attaque, mais vraiment de son efficacité et cette recherche d'optimisation. Ça veut pas forcément dire que ça va continuer. En effet, la NBA est faite de cycles, on l'a vu là un peu avant dans toutes ces évolutions. À chaque fois, les attaques, quand elles commencent à prendre le pas ou qu'elles commencent à devenir de plus en plus extrêmes, les défenses s'adaptent et rendent l'ancien système obsolète et un nouveau système apparaît, etc., etc. Donc on a un peu ces boucles, on peut espérer que dans quelques années, cette progression elle continue plus. D'ailleurs, on voit depuis 3 ans qu'on est arrivé à un palier, on est à 111, et on n'augmente plus comme on a pu augmenter sur les années précédentes. Dans le même temps, on voit que cette augmentation, elle va pas forcément traduire le fait d'avoir une meilleure ou une moins bonne défense, elle va plutôt traduire une optimisation du jeu offensif, plutôt que de délaisser la défense. Du fait, comme on a vu, la défense, elle a pas vraiment diminué. On voit que les pourcentages ont un peu diminué et n'ont pas augmenté au tir. Les pourcentages à 2 points d'ailleurs n'ont pas non plus augmenté. Et dans le même temps, l'offensive rating est à peu près constant. Il augmente un peu, mais finalement pas tant que ça. Donc on est surtout dans un cas où c'est plutôt l'attaque qui a changé, le jeu a changé, et malgré tout des chiffres un peu plus avancés qui restent assez similaires dans le temps. Donc on peut légitimement se poser la question de pourquoi est-ce qu'on pense généralement que la défense était meilleure avant, à l'époque de Michael Jordan, à l'époque des Bad Boys, à l'époque de New York, de Patrick Ewing, etc. Donc d'abord, c'est ce qu'on disait en intro, ce qui est le plus logique, c'est quand on regarde les scores. Dans notre tête, le fait d'avoir un match avec plus de points, ça veut dire que la défense est plus mauvaise. Généralement, on compare 2 matchs de la même époque, un peu avec les mêmes styles de jeu, et donc le match où il y a eu le plus de points marqués, oui, c'était porte ouverte et il y a moins de défense. Mais quand on regarde à travers le temps avec des jeux qui ont totalement changé et plus les mêmes règles, c'est un piège en fait. Et c'est très dur de se détacher de ce piège, de se dire plus de points n'est pas forcément égal à plus mauvaise défense. Et comme le rythme explose et que l'attaque prend des tirs plus efficaces, ou en tout cas plus optimisés, cet aspect est accentué et ça nous piège encore plus. Le deuxième point, c'est par nostalgie et un peu par oubli. Donc quand on pense aux années 80-90, fin des années 80, début 90, on pense à Scottie Pippen, Michael Jordan, Gary Payton, les Bad Boys, et finalement on pense surtout à leurs exploits pendant les playoffs. Mais on oublie totalement la saison régulière, où il y avait beaucoup plus de points marqués qu'en playoff et où le jeu était beaucoup moins fermé, et ce qu'on oublie encore plus, c'est toutes les équipes moyennes et les équipes qui défendaient pas. Tout le monde a oublié les Denver Nuggets qui prenaient 130 points par match en 1990 par exemple. Donc on voyait à cette époque beaucoup moins de matchs, surtout ici en France, et encore moins des matchs de saison régulière. Mais finalement, déjà à l'époque, les stars allaient un peu plus se gérer en saison régulière, celles qui jouaient plus acceptaient de faire des matchs où elles défendaient moins pour faire des stats, et en effet parce que les efforts, comme maintenant, étaient intenables sur une saison où playoff compris, on faisait plus de 100 matchs sur une seule année. Et en plus, à l'époque, les stars jouaient plutôt plus de 36 minutes, ça pouvait monter à plus de 40 minutes par match, ce qui aujourd'hui serait totalement impossible. Donc oui, les défenses étaient moins intenses en saison régulière, les stars se reposaient aussi malgré tout en saison régulière, pas forcément en play-off. Et le dernier point, c'est que vraiment maintenant la défense est radicalement différente et elle est beaucoup plus dure à estimer, à regarder quand vous regardez un match, car elle est collective. Donc avant, quand vous regardiez un match, vous aviez un gros défenseur qui stoppait totalement son adversaire, qui l'éteignait physiquement. Donc on se souvient de duels au poste entre Olajuwon et Robinson par exemple qui se battent pour la position.
On est marqué de voir Scottie Pippen totalement empêcher un joueur de pénétrer, de voir certains extérieurs à l'époque qui quand ils pénétraient se faisaient totalement balancer sans la faute. Ça c'est plutôt des images de playoff d'ailleurs, pendant qu'ils essayaient d'aller au dunk ou au lay-up. Et c'est des choses qu'on ne voit plus évidemment aujourd'hui. Mais de l'autre côté, nous maintenant quand on a une très bonne défense, c'est qu'on voit par exemple les Warriors d'il y a 3-4 ans qui switchent sur tous les écrans et qui vont totalement court-circuiter le genre de leur équipe en face, qui va se retrouver à arriver au bout des 24 secondes sans être rentré dans la raquette ou même s'être approché et à devoir prendre un tir compliqué. Finalement, cette défense-là, elle est tout aussi bonne, mais visuellement quand vous voyez un match, elle est moins intense, elle est moins physique, donc elle saute moins aux yeux si vous regardez que d'un œil. Et il faut savoir aussi que si le hand-checking était autorisé à l'époque, le jeu n'était pas non plus une boucherie. En effet, quand on regarde, les équipes n'ont jamais eu aussi peu de lancers francs que depuis 10 ans. On est passé à moins de 20% de lancers francs sur le nombre de tirs total pris, alors qu'on était à plus de 30 dans les années 90. Donc ça peut s'expliquer par le fait qu'on est beaucoup plus proche du cercle à l'époque, mais maintenant on voit qu'il y a aussi beaucoup de fautes qui sont faites sur des 3 points au loin, et tout simplement, le jeu était sifflé. Le basket reste un sport où les contacts sont tolérés dans des règles très précises, et sinon il y a faute, et c'était déjà le cas à l'époque. Donc notre image d'avoir du jeu beaucoup plus physique, ce n'était pas forcément vrai. C'est davantage notre fantasme et notre nostalgie qui va créer cet aspect-là. Donc, pour conclure, on peut dire que il n'y a pas vraiment plus ou moins de défense qu'avant. C'est surtout que celle-ci a totalement changé, c'est totalement métamorphosé, notamment à cause des règles qui sont arrivées dans les années 2000. Donc, on est passé d'une défense de 1 contre 1 plutôt rugueuse, plus physique et permissive, à une défense collective avec beaucoup plus de variété, beaucoup plus de tactique autour. Les choix, par exemple, sur pick and roll, de trapper, de dropper, de switcher, de faire ice, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant, et vraiment des playbooks énormes de coachs défensifs qui sont arrivés et qui viennent compenser le fait que les défenses vont mettre moins de coups, vont moins imposer leur physique à leur adversaire. Dans le même temps, on a des scores fleuves qui sont arrivés et qui découlent plutôt d'un rythme qui est sans cesse accéléré chaque saison et de l'explosion des 3 points pour prendre des tirs les plus efficaces possibles, notamment des 3 points en première intention. C'est plutôt ça, plutôt que le fait d'avoir des gros trous défensifs, ou tout du moins des trous défensifs plus gros qu'avant. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose cette évolution? Est-ce que les défenses étaient plus sympas ou moins avant? Ça je vous laisse me le dire dans les commentaires, c'est vraiment votre avis et c'est plutôt une question d'opinion pour moi. Mais si on se base sur des faits, on voit qu'en fait les défenses n'ont pas particulièrement changé au cours des dernières années. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez été convaincu par la vidéo, partagez-la à vos amis qui passent leur temps à dire que les défenses étaient meilleures avant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about